Tac. Ok, alors je vais déjà partager Yes. l'écran, la vidéo, go live. Hop, vous voyez mon écran du coup? Tout à fait. Ouais, ok, super. Je vais peut-être couper ma caméra parce qu'il y a beaucoup de lumière derrière moi et c'est pas forcément hyper agréable, je pense, pour vous. This week I was Tac. thinking Juste. about creating some loops. Qu'est-ce que j'ai fait? Turn off camera. Ok, c'est bon. Du coup, maintenant, vous C'est devriez parti. juste avoir mon écran. Ok. Donc, ce soir, on va utiliser un outil que j'apprécie énormément, qui est Observable, encore une fois, qui est un environnement sur lequel on peut faire des notebooks, c'est-à-dire des pages sur lesquelles on va pouvoir écrire du code, mais en utilisant différentes cellules, ce qui nous permet de découper un peu notre, euh, notre code, notre algorithme, nos explorations, et de pouvoir avancer un peu librement avec. Ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que j'utilise Observable. J'ai fait un gros article il y a quelques mois qui récapitule un peu les différentes choses que j'ai pu faire ou apprendre avec Observable, et du coup il y a pas mal de choses différentes. Et ce qui nous intéresse ce soir, ça va être la partie motion. Euh, du coup, ça fait quelques années que je travaille avec Processing, puis P5JS. Et donc, quand je suis arrivé sur Observable, bah, une fois que j'avais commencé à comprendre comment c'est Observable, j'avais envie de retrouver un peu comment je peux utiliser les outils que je connais pour continuer à produire avec Observable. Donc, à savoir les outils, comme c'est du JavaScript, ça allait être P5JS. Donc déjà de retrouver comment on pouvait utiliser P5JS. Alors, parce que je sais pas si vous connaissez P5JS, Tristan ou Ouais, Simatiste. j'ai Ok, jamais utilisé. Oui, j'ai un peu d'expérience avec ok, P5GS. ok, super. Great. Euh, donc P5JS, en fait, c'est basé sur Processing. Donc l'idée, c'est d'avoir un programme qui va se faire à peu près en deux temps, c'est-à-dire une partie setup qui sera l'initialisation de notre programme, et puis une partie draw qui va être une boucle infinie qui va s'arrêter que quand on arrêtera notre page ou qu'on la quittera. Donc I think le problème avec P5JS, c'est que ça nous fait des variables globales. Donc toutes les variables de P5 comme background, fill, toutes les fonctions pour faire des formes sont injectées dans la fenêtre de manière globale. Ce qui fonctionne pas trop avec Observable, mais heureusement il y a un deuxième mode qui est le mode instantiation avec P5JS qu'on peut utiliser, où justement à chaque fois on va avoir une espèce d'instance de P5JS dans laquelle on pourra faire notre sketch.setup et après appeler toutes les fonctions de P5JS comme create canvas, retrouver les variables, les constantes de P5JS, toutes ces choses-là. Et donc on est un peu obligé dans Observable d'utiliser P5 en utilisant le mode instantiation. Donc une fois que j'avais réussi à me faire un petit outil pour pouvoir recoder des choses avec P5 dans le navigateur, je me suis dit ok, c'est super cool, j'arrive à faire des choses avec, c'est très bien, mais j'aimerais arriver à faire des boucles et pouvoir les exporter. Donc je me souvenais alors peut-être, non, peut-être pas là, ici. Je me souvenais il y a un certain nombre d'années, Dave White, donc Dave White c'est Bees and Bombs, donc voilà la référence en matière de loop de GIF art.
en tout cas ma référence personnellement, je me souvenais qu'il avait partagé un- son template qu'il utilisait avec Processing. Donc il l'avait partagé sur GitHub, sur Gist. Et donc voilà, c'était il y a 7 ans déjà. C'est Processing Java, et l'idée c'était d'avoir un outil qui permette de faire une boucle avec le temps qui va de 0 à 1, et donc on anime nos éléments en utilisant ce temps-là, en lui précisant le nombre de frames qu'on veut pour que notre temps aille de 0 à 1, de pouvoir avoir de l'aberration chromatique mais aussi du motion blur. Et ce qu'il faisait avec Processing, c'est qu'il exportait chacune des frames une par une avec en PNG ou alors en point GIF, et puis après il utilisait un outil comme FFmpeg ou GIFcycle pour pouvoir créer un GIF à partir de ça. Moi j'avais un peu d'expérience avec un autre outil qui s'appelle GIFJS, qui permet de générer des GIFs directement dans le navigateur. Et donc je me suis dit, ok, peut-être que c'est possible d'utiliser P5.js et GIFJS pour pouvoir exporter mes frames une par une et de pouvoir faire des GIFs. Pour le motion blur et l'aberration chromatique, j'avais quelques bases en GLSL, en shaders, donc je me suis dit, ok, ça doit pouvoir être faisable aussi avec des shaders. Donc j'ai commencé à coder cet outil-là, Bombs Utility, qui permet de faire des boucles en retrouvant un peu les mêmes fonctionnalités que ce qu'avait DevWhite. Donc avoir un setup qui nous permette de donner le nombre de frames, le FPS aussi, ça c'est plus pour lors de l'export de notre GIF, dire à quelle vitesse on veut que notre GIF soit joué, si on veut des loops, si on veut du motion blur, combien d'images il nous faut pour calculer notre motion blur entre chaque frame, de l'aberration chromatique. Et donc cet outil, j'ai commencé à le faire, et puis petit à petit, au fur et à mesure de mes explorations, des boucles que j'ai pu faire, j'ai commencé à ajouter pas mal de fonctionnalités différentes, comme de l'export vidéo directement dans le navigateur, avec du WebM ou du MP4, de pouvoir faire des animations en 2D mais aussi en 3D, vu qu'on a un mode WebGL dans P5.js. Et donc tout un tas de choses qui se sont construits petit à petit au fur et à mesure des besoins, et donc ça m'a permis, je peux vous montrer un peu je les exporte en général sur Giphy. En général j'en partage un résultat, voire deux, sur les réseaux sociaux, mais quand je fais un peu une série de rendus qui me plaisent, je vais les exporter tous et les uploader directement sur Giphy. Ça me permet entre autres le matin, quand je vois mon équipe sur Slack, de poster un nouveau GIF. C'est le côté un peu marrant. Donc ouais, j'ai pu explorer pas mal de choses différentes. Alors il y a des choses qu'on voit qui sont faites uniquement avec P5.js, il y en a d'autres où c'est des shaders qui tournent, mais qui tournent via P5.js, c'est l'outil que j'ai fait pour faire mes boucles. Et récemment, ça m'a permis de faire encore un autre outil qui se base dessus, qui permet de faire des boucles avec Three.js, mais on n'abordera pas ça ce soir. Ce soir, on va se concentrer sur ce premier outil, du coup, BNB. Et donc, on va passer directement à de la pratique, ça sera plus simple. Tac. Donc, Je le dis à la place de Lionel, mais si jamais il y a une question, quelque chose qui n'est pas clair ou quoi que ce soit, n'hésitez pas n'hésitez pas. à poser la question en vocal ou à l'écrit dans le channel Ouais. dédié au workshop.
Je vais faire... non, je vais faire déjà switch to classique. Je vais faire cette URL. Alors, tac, hello BNB Workshop. Et je vais faire enable link sharing, comme ça va me permettre de vous partager le lien. Et comme ça, vous pourrez suivre au fur et à mesure. Tac. Super cool. Voilà, donc il faudra juste que je pense à repartager régulièrement le notebook pour que vous ayez ça. Alors, un notebook, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un ensemble de cellules qu'on va pouvoir avoir. Nos cellules, on peut afficher le code ou pas. Observable utilise des syntaxes un peu particulières. Alors là, c'est une syntaxe JavaScript, c'est ce qu'on appelait des template literals, où en gros, c'est notre fonction et une chaîne de caractères entre backticks. Ça permet d'appeler la fonction en lui spécifiant différents arguments. C'est une syntaxe un peu particulière de JavaScript. Mais du coup, ici, on a une méthode MD pour Markdown, pour écrire du Markdown, comme là, un titre 1 qui s'appelle Hello at BNB. Et donc, après, j'ai un petit bouton ici, ou alors je peux faire Shift Entrée pour exécuter ma cellule. Donc, je peux faire tac. Hop. Et je peux choisir du coup d'afficher ou non le code qui permet de générer le résultat. Donc en général, moi ce que je fais dans mes notebooks, c'est que je fais directement ça. Donc ça me permet de faire un HR, une horizontal role, ça me permet de faire un petit séparateur, un titre 2 avec import. Voilà. Et ensuite, la première chose qu'on va faire donc pour utiliser cet outil-là, BNB, alors il n'est pas là, il est ici. Pour utiliser cet outil, ça va être de l'importer. Un des avantages en fait d'Observable, c'est que quand on fait une cellule, ici, une cellule avec du code, c'est une cellule qui retourne une fonction, on peut importer notre cellule dans un autre notebook. Du coup, pour ça, on a juste à taper import bnb from, et le from, ça va être le nom de l'utilisateur, slash le nom du notebook, donc c'est juste l'URL qui est ici. Non, c'est celle-là. Hop. Copier, coller. Je partage pour être à jour. Ça, je sais que je ne vais pas importer d'autres cellules de ce notebook, donc je peux tout de suite cacher le reste. Ça me permet de voir ce que j'ai. Et ici, normalement, on doit pouvoir faire BNB et lui passer un objet vide. Et on devrait avoir déjà une boucle qui tourne. Est-ce que vous avez la même chose chez vous? Tout fonctionne? Oui, ça fonctionne. Super. Top. En fait, là, ça nous permet donc simplement d'avoir un test, de voir que notre import fonctionne correctement et qu'on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir faire des boucles par la suite. Donc, Pas chez moi, je crois, hein. Ah, J'ai deux fois la ligne import BNB, mais ah si, ouais, faut exécuter. ouais, ou est-ce qu'il faut que tu recharges? Comme j'ai Non, fait je recharge, repartager. Ah, là c'est bon, ouais. Ok, Parfait. super. Et donc en gros, là, cet objet vide, on va lui passer des paramètres. On va pouvoir lui passer plein de paramètres différents. Il y a toute la liste des paramètres possibles au début du notebook. Donc on va avoir global, preload, setup, draw, WH, plein de choses différentes. Je pense qu'il faut que je mette un peu à jour la doc parce qu'il y a des choses où j'utilise égal, d'autres où j'utilise 2 points. C'est pas hyper consistant. Je vais
remédier à ça. Alors, la première chose qu'on va faire, en gros, c'est que ce qui nous intéresse, c'est que BNB, ça va pouvoir utiliser un peu le même fonctionnement que P5JS. Euh, c'est très inspiré, on va dire, de P5JS avec un peu une partie initialisation, setup et une partie draw. Sauf que c'est directement l'outil qui va gérer la création du canvas et la taille du canvas. On va pouvoir lui spécifier un peu différemment parce que l'idée étant de pouvoir avoir plusieurs frames des fois à l'intérieur d'une frame. Donc il faut que l'outil puisse générer autant de canvas que nécessaire pour pouvoir faire les calculs et pouvoir tous les générer. Donc si on utilisait la méthode Create Canvas de P5JS, en fait, on n'aurait pas les informations de taille et ce genre de choses, donc c'est pour ça qu'on le fait différemment. Mais parmi les paramètres qu'on peut avoir, on va avoir W, c'est pour, on en a deux qui sont un peu très rapides, qui sont width et height. Je les ai simplement raccourcis. On peut mettre par exemple 400, 8, 400. Et si on réexécute, voilà, ça nous permet de retrouver notre canvas maintenant qui est redimensionné en 400 par 400. On peut avoir des choses comme le nombre de frames, num frames. Alors ici, vous pouvez retrouver justement les valeurs par défaut. Par exemple, la width et 8 sont de 540 par défaut. Je sais plus pourquoi. Je crois que c'est en suivant des tutoriaux d'Étienne Jacob. Non, mince. Necessary Disorder. Si, c'est Etienne Jacob Ouais, et c'est ça. Necessary Disorder, je crois que c'est la même personne. Ok. Il me semble. C'est juste le nom de son blog, Ouais, Necessary ok. Disorder. Et du coup, Qui en gros c'est très talent. voilà, c'est ça. Et donc, je pense que c'est en suivant ces conseils que j'étais arrivé sur une taille de 540 par 540. Un nombre de frames qui est par défaut de 60 frames, mais on peut mettre 120 frames. Donc, tout de suite, ça va être beaucoup plus lent au niveau de la lecture. On peut aussi gérer le nombre de frames par seconde. Je pense qu'on est à 30 frames par seconde par défaut. On peut se dire, ok, je veux un GIF qui sera à 60 frames par seconde et donc avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc tout ça, c'est un peu des paramètres qu'on va pouvoir avoir pour customiser nos boucles. Mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est un autre paramètre qui va être draw. Draw, ça va être en gros la fonction qu'on souhaite appeler 120 fois à 60 frames par seconde pour dessiner. Donc c'est une fonction. Ce que je fais, c'est que j'utilise une syntaxe qui s'appelle arrow function. Donc en gros, ici, on a nos paramètres. On fait notre arrow function égale supérieur à, et entre accolades, on a tout ce qu'on aura comme élément. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que P5JS, on est obligé d'utiliser un mode instantiation pour pouvoir dessiner avec dans Observable. Et donc pour ça, il nous faut une référence à notre instance P5JS. Donc ce qui se passe, c'est que quand notre fonction draw va être appelée, elle va avoir un premier argument qui lui sera passé, qui sera le sketch qu'on va avoir, le sketch P5JS. Donc une fois qu'on a ça dans notre fonction draw, on pourra faire sketch.background. Et puis après, on peut utiliser toutes les fonctions de P5JS. Donc voilà, ça y est, on peut commencer à dessiner des choses. Sketch, point, circle.
Alors du coup, on va pouvoir, si on veut la moitié, alors soit on a 200, 200, ou alors on peut utiliser sketch.width divisé par 2, sketch.height divisé par 2, 105, non, on va le faire de 100. Et donc ça y est, on commence à dessiner des choses. Mais bon, pour le moment, ça reste très statique. Pour que ça puisse bouger, d'habitude sur P5JS, on va utiliser soit le numéro de la frame, soit la méthode millis qui permet de calculer le nombre de millisecondes depuis le début de notre sketch. Ici, encore une fois, c'est pas possible d'utiliser ce genre de choses parce qu'on va avoir parfois entre deux frames, on va avoir peut-être, je sais pas, 32 frames qui vont calculer le motion blur. Donc à ce moment-là, entre la frame 1 et la frame 2, en fait, on passerait directement de la 1 à la 33, donc au niveau de notre animation, ce serait pas très jouable. Et pareil pour millis, comme des fois on va avoir un certain nombre de passes entre deux frames, on ne peut pas non plus se baser sur millisecondes. En plus, si on a une scène qui est un peu complexe, ça peut prendre pas mal de temps de rendre une seule frame. Donc l'idée, c'est, au lieu de ça, c'est d'avoir un deuxième paramètre qui va être notre temps, time. En gros, time, il va aller donc de 0 à 1, ou pas tout à fait 1, parce que quand on arrive à 1, en fait, l'idée, c'est d'avoir exactement la même frame que 0. Donc si on avait 0 et 1 comme temps, à ce moment-là, on aurait deux fois la même frame. Donc ce qui se passe, c'est que en gros, notre temps, il va partir de 0, il va aller jusqu'à la frame 119. Voilà, ça nous fait 120 frames. Non, il va partir de 1, il va aller jusqu'à la frame 119. En gros, il y aura 119 frames, je crois. Je ne sais plus comment je l'ai fait. Il faut que je regarde. Et en gros, le dernier temps, ça correspondra à 1 moins 1 120e de notre frame, comme on a 120 frames, pour que à la frame suivante, on arrive directement au début de notre boucle. C'est peut-être pas hyper clair. Pour ça, je vais plutôt passer par de la pratique, ça sera peut-être un peu plus clair juste après. N'hésitez surtout pas à m'interrompre ou à poser des questions si besoin. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'on a notre temps qui va de 0 à quasiment 1. Donc on peut utiliser par exemple sketch.sinus, ou attendez, on va le faire même différemment, on va faire directement time fois sketch.width. Ok? Ah non, mince, c'était pas ici que je voulais le mettre, mais bon, ça fonctionne aussi. Voilà, en gros, on a notre cercle, voilà, qui démarre, qui va aller jusque là, et qui reprend à 0. Au bout de 120 frames, il redémarre à 0 et il fait ça. Ce que je voulais faire, c'était pas le mettre ici, c'était plutôt le mettre ici. Et donc là, on a notre temps qui va de 0 à 1 et qui va pouvoir s'arrêter en permanence. C'est clair ça? Pas de souci? C'est Ok. clair, professeur. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, ben, un des avantages, alors je vais refaire share, comme ça vous avez tous la même chose. Un des avantages de ça, alors si on voulait le faire un peu plus, faire disparaître notre cercle, on pourrait le faire partir de moins 50, notre cercle, vu qu'il fait 100 de côté, donc à moins 50, il serait à ce niveau-là, disparu, et qu'on le fasse aller juste
à width plus 50, donc ça nous fait moins 50 plus, donc ça nous fait déjà 50 pour aller jusqu'ici, plus width, plus encore 50 pour sortir. Donc on peut dire plus 100. Donc comme ça, on a notre cercle qui se déplace en permanence. Ok? On a une boucle, visuellement ça fonctionne, on a notre boucle. Un des avantages de l'outil, et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'on puisse faire record true. Et à ce moment-là, hop, c'est un peu plus lent peut-être, ça saccade un peu chez vous. Vous voyez sur la dernière boucle, sur la dernière frame, on n'a pas encore notre cercle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas exactement jusqu'à 1, on va jusqu'à 1 moins une frame. Du moins notre temps divisé par le nombre de frames. Hop, et donc ça y est, ça a mis un petit peu de temps, mais ça nous a fait un GIF. Ici c'est un GIF. Maintenant on a un petit bouton Share qui apparaît, et si on clique dessus, hop, on enregistre notre GIF. Et ici, on a notre GIF qui joue, voilà, à 60 frames par seconde. C'est un des avantages, on va dire. Donc maintenant qu'on a ça, bah, on peut faire pas mal de choses différentes. Sketch.fill, on va faire 0. Sketch.noStroke. Voilà. Je vais peut-être réduire un peu le nombre de frames. Et on a ça. Maintenant, si on veut tout un tas de cercles qui se déplacent, on va dire, plutôt que se déplacer comme ça, on va essayer de faire un cercle avec tout un tas de cercles. À ce moment-là, bah, soit on pourrait faire une boucle for, mais comme je veux vous montrer un peu des spécificités de cet outil, on va le faire différemment. Et ça va nous permettre de voir qu'on peut aussi utiliser donc un setup qui va également être une fonction. Donc on met bien des parenthèses entre chaque. Notre setup, lui, il va avoir un peu la même chose. Il va prendre des arguments, il va avoir sketch. Il n'aura pas le temps parce qu'il n'a pas besoin du temps. Le sketch, c'est juste l'initialisation de notre programme, donc il n'a pas besoin du temps comme paramètre. Et donc, on va pouvoir se dire, ok, je veux faire je vais me faire un tableau d'objets que je vais pouvoir animer par la suite. Donc pour ça, on peut faire une classe à l'intérieur de notre setup. Je sais pas, on va l'appeler circle. Constructeur. Notre constructeur, il prendra un index. Et on aura également une méthode display pour nos cercles. Voilà. Et ensuite, on pourra se faire un tableau, par exemple, const circles égale un tableau, et se faire une boucle for i égale 0, i inférieur à 20, i++. Ça va, vous êtes à l'aise avec le JavaScript? Bien sûr. Ouais, super, parfait. Ça va. Circles.push, hop, new circle, et on leur passera notre index. Ok. Donc là, on a juste un tableau, mais il ne fait pas grand-chose.
C'est surtout notre classe qui ne fait pas grand-chose. Donc on va se dire, pour notre classe, on va prendre, à partir de notre index, on va leur calculer un angle pour nos cercles, pour les poser à un certain angle. Donc on va pouvoir faire this.angle, par exemple, est égal à... on a le sketch ici, donc on va pouvoir faire... on va faire... Non, on va pas utiliser le sketch, on va utiliser math.py fois 2 divisé par index. Déjà, ça va être pas mal, on va pouvoir tester ça. Et si on va garder aussi une référence de l'index 6.index égale index. Hop là. Ça va nous permettre peut-être par la suite de mettre un décalage entre chacun de nos cercles ou ce genre de choses. On va voir. Et on va avoir une fonction display. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'entre nos frames, on peut avoir plusieurs frames qui sont calculés. Ça va être notre utilitaire qui va créer autant de frames que nécessaire. Et parfois, il va avoir besoin pour certaines choses comme du motion blur ou autre, il va avoir besoin de faire plusieurs canvas différents. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que nos cercles, on va devoir leur passer dans notre méthode display, on va leur passer une référence au sketch qui va les dessiner. Ça sera par exemple ici S, donc on aura S. S.push. Bon, comment on va le faire? On va le faire le plus simplement possible. S.circle. On va faire un const x égale c'est quoi? S.cos de this.angle. Ça vous parle les coordonnées radiales? Const y égale s.sin de this.angle fois 100. Et donc on va pouvoir faire notre cercle à x, y, 20. Ça vous dit quelque chose? Moi, j'ai Ouais, pas de souci avec ça. ok, Ça va aussi, mais j'apprends. ok. En gros, Ouais. c'est que pour positionner un point sur un cercle, à partir de son angle, on va prendre son angle, on va prendre le sinus, ça va être la valeur en x, et non, le cosinus, ça va être la valeur sur l'axe x, et le sinus, ça va être la valeur sur l'axe y. Donc pour ça, c'est juste des coordonnées polaires. Donc on va mettre polar coordinates. Hop. Et ensuite, fois 100, c'est parce que par défaut, on fait notre calcul sur un... Si on prend juste ça et ça, c'est sur un cercle qui a un rayon de 1. Et nous, en multipliant par 100, on va être sur un cercle qui va avoir un rayon de 100. Donc c'est même un peu petit, 100. Tac. On va faire 200. Alors, pour le moment, on n'a rien du tout qui s'affiche. Et il nous reste un dernier problème avant de pouvoir les afficher dans notre setup. Ouais, merci Rock pour le lien vers les coordonnées polaires. On a un dernier problème pour pouvoir passer à nos cercles. Il faut qu'on puisse les récupérer. Vous voyez ici, on a notre setup qui est une fonction dans laquelle on a déclaré nos cercles et on va avoir besoin maintenant de les utiliser dans notre sketch.
dans notre fonction draw, pardon. Et donc pour ça, il y a un autre paramètre qu'on peut réutiliser à la fois dans setup et dans draw. C'est un paramètre qui s'appelle globals. En gros, c'est un objet qui est vide au départ, ou quasiment, dans lequel on va pouvoir attacher des paramètres pour pouvoir les récupérer dans l'autre. Et donc ça va nous permettre de faire globals.circles, alors égal circles, donc est égal à ça. Et donc cet objet-là, maintenant que j'ai attaché la référence à mes cercles, je vais pouvoir faire globals.circles. Je vais utiliser .forEach. Alors, pour chaque cercle, circle.display. Et donc, je lui passe la référence du sketch que je veux utiliser pour dessiner. Et donc, ça devrait, voilà, me mettre mes cercles pour le moment tous ici. Ok. Mes cercles, ils sont tous, au départ, ils sont tous centrés sur 0, 0. J'ai besoin de faire un autre truc. Je vais faire sketch.push. Donc, sketch.pop ici. Et ici, on va pouvoir faire sketch.translate. Donc, on avait sketch.width divisé par 2, sketch.height divisé par 2. Et du coup, maintenant, j'ai mes cercles. Alors, mon rayon est trop grand. Je vais le réduire à nouveau. Et j'ai un truc super bizarre ici. Pourquoi mon angle, il est comme ça? Ah, mais c'est pas du tout ça mon angle en fait. Mon angle, c'est plutôt l'angle qui va entre 0 et 2π. Faut que tu prennes en compte le nombre Voilà, de divisé par 20. cercles. Voilà, comme j'ai 20 cercles, divisé par 20 fois l'index. Voilà, c'est déjà un peu plus clair. Alors là, c'est plus des maths et des choses comme ça. C'est des choses que vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser dans cet outil-là pour pouvoir dessiner avec P5JS. C'est juste que là, cet exemple-là, l'idée c'est d'avoir des cercles les uns à côté des autres et de pouvoir s'en servir de cette manière. Donc on a ça. On a nos cercles. Donc plutôt que d'avoir peut-être ce nombre 20, on peut se faire une variable et se dire const n égale, je sais pas, si je mets 30, comme ça, voilà, 20. Je vais pouvoir du coup modifier un peu mes paramètres de cette manière-là et d'avoir ce genre de choses. Je vais repartager, comme ça vous avez tous exactement la même chose. Je vais modifier un peu le fond rouge parce qu'il est un peu agressif quand même. On va rester juste sur du noir et blanc pour le moment. Ça fonctionnera pas mal. Ou même inverser. Hop, mon fond en noir et mes cercles en blanc. Voilà. Hop, comme ça on a quelque chose de propre. Si on veut animer nos cercles, eh ben on va pouvoir leur passer, ici dans notre méthode display, on ne leur passe que le sketch qui va nous servir pour dessiner dessiner ou récupérer certaines méthodes. On peut aussi leur passer le temps, c'est-à-dire time, et donc dans notre classe, on va aussi avoir t pour avoir le temps. Donc par exemple, ici, on va pouvoir faire ça plus
S.sin. Alors, S, là, j'utilise la fonction sinus, encore une fois. Ici, c'est simplement parce que la fonction sinus, elle permet toujours d'aller entre moins 1 et 1 en permanence. C'est une espèce de boucle permanente. Et donc, si je fais un tour d'un cercle, on fait de moins 1, hop, on repasse par 1 et on revient jusqu'à moins 1. Alors, attends, on va trouver peut-être gif, sinus, cos, tac, tac. Voilà, exactement. Donc, vous voyez, ici, on est à moins 1, on monte jusqu'à 1 et on redescend à moins 1, le temps que notre cercle fasse tout un tour. Hop, on démarre ici, et quand on revient au début, on revient à notre valeur initiale. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est à peu près clair? En fait, on va se servir de ça pour pouvoir dire, OK, j'ai ma valeur de temps qui va de 0 à 1, et pendant ce temps-là, je veux faire le tour d'un cercle. Donc on va avoir notre temps qu'on lui passe, qu'on va multiplier par, comme on a notre sketch ici, on va pouvoir faire s.tau. Tau, c'est 2π, c'est du coup l'angle qui nous permet de faire le tour d'un cercle. Donc on va aller de 0 à 2π. Donc quand on fait de 0 jusqu'à 2π, on revient au début, notre valeur, elle, le sinus de cette valeur qui va de 0 à 2π, elle va aller de 0, elle va aller jusqu'à 1, elle va revenir à 0, descendre à moins 1, revenir à 0 et pouvoir continuer encore une fois. Donc ça va nous permettre d'avoir une valeur qui va aller en permanence de moins 1 à 1 ou en continu. Donc ici, c'est mon rayon, 100 de rayon. Je veux que pour chacun de mes cercles, donc je vais faire 100 plus une distance. Donc là, on va juste de moins 1 à 1. Donc je vais leur faire plus ça fois 50. Et donc mes cercles maintenant sont sur un rayon qui est plus ou moins grand. Est-ce que ça va ça pour tout le monde? Ouais? Hop, je le repartage. Parfait. Ouais, super. Ouais. Comme on a ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi utiliser notre index pour faire un décalage dans notre temps. À savoir, ici, on peut leur dire t plus 10.index. 10.index, on va le diviser pareil on va le diviser par le nombre. Comme ça nous fait un index qui va lui aussi de 0 à 1. Et donc, notre boucle, maintenant, elle vient se modifier un petit peu. On peut essayer des choses un peu différentes. Alors, peut-être que plus que 100, je veux 70 pour qu'elle bouge un peu plus. Ça nous fait des choses un peu plus bizarres. Peut-être que notre index, on peut... Ça, en gros, ça nous fait un décalage donc qui va de 0 à 1. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être le multiplier. Si on le multiplie par 3, normalement, on devrait avoir 3 fois notre boucle. Voilà, c'est ça.
Ça prend un peu de temps à faire le GIF chez moi. Je pense que ça doit être plus rapide chez vous. C'est simplement que j'ai Twitch, j'ai Discord, j'ai OBS qui tourne en même temps, j'ai Chrome, j'ai plein de choses qui tournent, donc ça prend un peu de temps. Mais ça devrait fonctionner chez vous. C'est exact? Ouais. Attends, je regarde. Ah pardon, j'étais mute. Moi ça fonctionne, ouais. 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 Mais tu peux peut-être désactiver le mode record pendant le. Ah ouais, après je vais m'en servir justement du mode record Ah, parce ok. qu'on va avoir justement pour ajouter quelques effets et des choses comme ça. On va juste faire un dernier truc sur ça et puis après on pourra regarder aussi d'autres choses. Alors je cherche juste à tac, 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 dans mes collections, je vais faire comme ça. Ah non, c'est raté ça. Je cherche juste un effet. Alors ça c'est un effet graphique de processing. Non, non, ça c'est une erreur. Ok. Collection. Alors oui, j'en ai fait plein, des boucles. Il y a une collection d'ailleurs qui est publique. Hop, je vais vous partager la collection comme ça. Si vous voulez aller voir comment j'en ai fait d'autres avec cet outil BNB, vous allez pouvoir ça. Et voilà, c'est exactement cet effet-là que je cherche. C'est l'effet XOR. Ça nous permet d'avoir des choses un peu plus. On a l'impression que les cercles vont s'entrecouper comme des emporte-pièces les uns avec les autres. Alors, en fait, c'est simplement l'API Canvas. En fait, P5JS utilise l'API Canvas 2D, voire l'API Canvas WebGL du navigateur, mais elle est restée très liée à ce qu'on peut faire avec Processing. Elle n'a pas forcément exposé toutes les choses, toutes les méthodes qu'on peut avoir comme les modes de composition d'images qu'on peut avoir avec l'API Canvas 2D, mais on peut quand même avoir accès à tout ça grâce à une variable de notre Canvas, en fait, notre instance P5JS, ou quand vous êtes dans P5JS, il y a une variable qui est pas forcément documentée, qui s'appelle Drawing Context. Drawing Context, en fait, c'est notre contexte, le contexte dans lequel on va dessiner en se servant de l'API Canvas du navigateur. Et donc, on peut la retrouver en faisant sketch.drawingContext ou directement quand vous êtes dans P5 en mode global, vous pouvez utiliser Drawing Context. Et donc, alors j'ai juste fait un copier-coller parce que je me souviens jamais comment ça s'appelle. On peut avoir une méthode qui s'appelle Global Composite Operation XOR. Et XOR, en fait, ça va faire que quand on a deux formes, deux cercles qui se chevauchent, si on a deux cercles blancs, l'intersection va être noire. Donc ça va nous permettre d'avoir Alors non, c'est l'inverse. Il faut que je mette mon fond en blanc et mes cercles en noir. Non plus. Pourquoi? Ah si, c'est ça. Alors, c'était bien ça. C'est juste que mes cercles sont trop petits. Si je les fais plus grands. Voilà. On a quelque chose qui ressemble plus. Je suis pas hyper fan de l'effet en fait. On va peut-être s'en passer. Alors on va exagérer le rayon. Ok. On commence à avoir quelque chose. Par contre, on a un effet qui est un peu pixelisé. C'est pas grave. On va dire que c'est ce qu'on voulait. Ok, It's not a bug, it's a feature. exactement. C'est pas grave, on va faire un petit truc qui va nous permettre de corriger tout ça. On va flouter un peu tout ça.
dans les trucs qui viennent directement avec BNB, là, on peut avoir des effets. On a deux trucs qui font un peu du post-processing, on va dire. Chromatic aberration. L'aberration chromatique, c'est en fait un décalage des couleurs. C'est ce que vous avez un peu quand il y a un prisme justement qui vient séparer la couleur et l'éclater. Et du coup, on a les canaux rouge, vert et bleu de la lumière qui vont venir s'éclater. Vu que là, on est sur un écran, ça sera RVB. Et donc, on peut lui mettre une valeur peut-être 0.6. Alors, 0.6, c'est peut-être pas suffisant, c'est pas très visible. Voilà, ici on commence à avoir quelque chose qui se voit un peu plus. On va utiliser une deuxième chose, un des autres effets qui sont hyper faciles à utiliser avec BNB, c'est le motion blur. C'est avoir un flou entre nos images. Et du coup, pour ça, il faut qu'on règle deux paramètres différents. Il y en a un premier qui est le shutter angle. En gros, là, on est plutôt proche de la photographie, c'est-à-dire ça va être l'angle. Je suis pas très fort en photographie, moi. C'est l'ouverture de notre obturateur. C'est combien de temps est-ce qu'il va rester ouvert pour pouvoir faire notre flou. Donc ça, on peut se dire que vous pouvez vous dire que c'est juste la quantité de flou. Est-ce que vous voulez quelque chose qui soit flou sur une grande distance ou flou sur une très courte distance? Donc si on met par exemple 0.4, voilà. Et si on fait juste ça, 0.4, on va voir aucune différence. Il nous faut autre chose pour avoir du flou, du motion blur. C'est-à-dire, ça va être le nombre de frames qu'on veut utiliser pour calculer notre flou entre deux frames. Donc pour ça, on a un autre paramètre qui s'appelle samples per frame. Et donc ça, on peut lui dire le nombre d'images qu'on veut calculer entre chacune. Et donc ça va être un shader qui va venir ensuite calculer la moyenne et pouvoir faire un lissage. Donc si on a quelque chose comme... non, je vais mettre un flou assez fort. Je vais mettre un flou à 1. Un flou à 1 et je vais mettre juste 2 samples. On devrait voir nos deux... Alors non, il ne me le fait pas suffisamment. Si, là on le voit bien, on en a un gris clair et un blanc. Voilà, on voit bien les deux qui sont vraiment décalés l'un par rapport à l'autre. En général, ce que je fais, c'est que je mets plutôt un flou un peu plus fort. Ça dépend du mouvement qu'on a, mais on peut aller à 16 par exemple. Et donc il va calculer 16 frames entre chaque frame qu'on avait. Donc là, on avait 60 frames. Et donc, entre la frame 1 et la frame 2, il va nous faire 16 samples pour calculer le flou entre les deux. Et donc, vous voyez, ça nous permet de nous débarrasser du côté très crénelé qu'on avait pour avoir un premier GIF qui fonctionne. Et donc, on peut faire Save. Et on a notre GIF. Maintenant, on peut jouer avec... on avait notre décalage qui était à 3. Si on se met à... Je sais pas, si on fait 5 par exemple, bah du coup, qu'est-ce qu'on a? On obtient des choses un peu différentes. Et c'est comme ça que très facilement, on peut générer un nouveau GIF et reposter un nouveau GIF chaque jour. Il suffit de jouer avec les paramètres et c'est réglé. Moi, je crois que j'ai pas très bien assimilé le S.to là. Ah, le S.to. Alors ouais, alors ça... Une valeur entre 0 et 2π, c'est ça? Voilà, Mais taux, ça c'est- correspond à 2π. En gros, c'est ça. Taux, ça correspond à 2π. Donc un angle, il va entre... Tu connais un angle qui va entre 0 et 360 degrés. Bah, en gros, un angle, il va aussi entre 0 et 2π. C'est une autre façon d'exprimer un angle. Au lieu d'être en degrés, un degré, c'est vraiment
diviser ton cercle en 360 tranches égales. Quand tu parles entre 0 et 2π, ou 0 et tau, donc 0 et tau, bah, tu reviens au même endroit, tu exprimes ton angle en radians. Et alors, un radian, à quoi ça correspond? Ça correspond, il faut imaginer, en fait, ça a été calculé de cette manière-là, hein. Ça a été calculé pour pouvoir calculer le rapport entre la taille de notre cercle et sa circonférence. Donc, c'est-à-dire que peu importe la taille de notre cercle, du moins peu importe la taille du rayon, on va pouvoir avoir un moyen qui va nous permettre de calculer sa circonférence à partir de son rayon. Et ce moyen-là, justement, c'est les radians. Et donc, ce qui s'est passé quand ça a été calculé, pi, au cours des siècles, c'est qu'il faut imaginer ça. Ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose en fait en fonction de la distance en fonction du rayon de notre cercle. Eh ben, on avait toujours à peu près quelque chose qui refaisait la même taille pour la circonférence. Du moins, il y avait quelque chose qui était à calculer, qui était un peu particulier, vu que c'est la valeur qu'on connaît de pi aujourd'hui, qui fait 3,14, 159, blablabla. Et donc, pour ça, en fait, il faut s'imaginer, ok, je prends une corde qui fait le rayon de mon cercle, donc qui va du centre de mon point jusqu'à l'extérieur, le rayon. Et si je prends la longueur de cette corde-là et que je la mets sur le bord de mon cercle, cette partie-là, ça va me permettre d'aller jusqu'ici. Non, pardon, ça va me permettre d'aller, je ne sais pas exactement jusqu'où. Si, c'est ça, ça doit aller à peu près jusqu'ici. Hop, je vais aller avoir une deuxième fois. Ça va me permettre d'aller jusque là, et je vais l'avoir une troisième fois, ça va me permettre d'aller jusque là, et en gros, pour faire la moitié de mon cercle, il me faut pi fois cette longueur-là. Il me faut 3,14, 159, 26, blablabla, pour arriver à faire la moitié d'un cercle. En gros, c'est un rapport entre le rayon et combien de fois il me faut le rayon pour arriver à faire la moitié de mon cercle, et après combien de fois il me faut ce rayon pour faire le tour de mon cercle. Et donc pour faire le tour de mon cercle, il me faut 2 fois 3,14. En gros, on arrive à 6,28 fois le rayon pour calculer la circonférence. Donc c'est un truc qui est un peu bizarre, mais ça fait que un radian, ça fait c'est l'angle que tu obtiens quand tu prends la longueur de ton rayon et que tu le mets sur la circonférence de ton cercle. Pouf, tu as ça. Et ben, tu arrives à cet endroit-là. Et ben, si tu reviens ici, ça te fait 1 radian, ça. Donc, c'est ton rayon sur la circonférence, la même longueur. Ça fait 1 radian. Tu remets la longueur de ton rayon sur le tour du cercle, ça te fait un deuxième radian, encore une fois un troisième radian, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois. Et si on veut aller exactement jusqu'à notre cercle, il nous faut 6,28 fois la longueur de notre rayon pour calculer la longueur de notre circonférence. Donc ça, voilà, ça c'est notre cercle, donc ça c'est tau, l'explication de tau. Et maintenant, du coup, pourquoi est-ce qu'on utilise ça? C'est qu'on va avoir, nous, notre valeur qui va aller de 0 à 1. Notre temps, il va toujours de 0 à 1. Donc, fois tau, on utilise fois tau, ça va nous permettre de faire le tour de notre cercle. Et après, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut utiliser sinus
de notre angle, donc de 0 jusqu'à tau, pour avoir une valeur qui vient en permanence varier entre 0 et 1. Et on sait que à chaque fois qu'on ira entre 0 et tau, bah, on aura notre valeur, elle, qui va venir faire moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, tant qu'on tourne à l'intérieur de notre cercle. C'est un moyen D'accord. d'avoir quelque chose, une valeur infinie, vu qu'en fait, on tourne en rond. C'est ce qu'on disait, notre temps, en gros, il va de 0, ici, jusqu'à 1, et ensuite il redémarre à 0, vu que c'est des boucles qu'on est en train de faire, et du coup là on a vraiment la représentation de notre boucle où on tourne sur un rond. C'est typiquement la boucle. Et Du donc coup, on ouais, utilise... Ouais, c'est pour convertir du coup l'angle, enfin notre temps de 0 à 1 pour aller voilà, de 0 à 2π, c'est ça? exactement, ça nous permet de le voir de 0 à 2π, et après, une fois qu'on a notre angle qui va de 0 à 2π, eh ben, on s'en sert pour avoir une valeur qui vient varier en permanence euh, entre moins 1 et 1. Typiquement, on pourrait faire const angle t est égal à... Mais du coup, on aurait pu multiplier aussi, enfin, au lieu de taux, on aurait pu multiplier par 2π directement aussi, non? Ah oui, bien sûr, ouais, c'est simplement que il y a tau qui existe dans P5, on a tau, donc, mais ça, s.tau, c'est égal à mat.pi fois 2, Ouais, ou alors d'accord. c'est aussi égal à, parce que c'est aussi une variable, on a aussi sketch ou s, vu que là on a passé s, on a s.pi fois 2, c'est simplement que du coup c'est plus rapide d'écrire s, Ok. s.tau. Ce qu'on peut faire une fois Ça- qu'on... Je regarde juste notre... Oui. Oui. Pourriez-vous partager votre travail mis à Ah oui, jour? bien J'ai sûr. raté quelque chose avec ce XOR. Ok. En fait, j'ai simplement, au lieu d'avoir... tout à l'heure, on avait 3. Et je suis juste venu modifier. En fait, c'est... Alors, ça, notre x3, on peut... Alors, revenons à x1. En gros, c'est tous nos cercles qui sont les uns à côté des autres, là. Si on fait x2, par exemple, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un truc un peu bizarre. À chaque fois, on obtient des trucs un peu bizarres, mais c'est ça qui est marrant, c'est l'exploration graphique. x3, x5. Si on multiplie, mettons, multiplions par beaucoup. x15, qu'est-ce qui se passe? Hop, on a des choses qui apparaissent, on a des motifs qui apparaissent. Et donc, quand on a des motifs qui nous paraissent intéressants au centre, on peut aussi se dire, ok, ben, je peux zoomer là-dessus, vu qu'on a fait un translate au centre de notre image, vu qu'au départ tous nos cercles étaient centrés sur 0, 0, en faisant un translate, on vient les déplacer ici. Ça va un peu vite. Hop. En faisant un translate, on vient les déplacer au centre, et comme c'est les motifs qui sont au centre qui nous intéressent, on peut faire aussi un sketch.scale 1.5, non, ça sera peut-être beaucoup, 1.3. Et du coup, pour venir zoomer sur le centre de notre... non, c'était peut-être bien 1.5. Pouvoir venir zoomer sur nos motifs et avoir un nouveau GIF. Donc ça, voilà. En gros, on a vu qu'on pouvait paramétrer notre sketch avec sa largeur, sa hauteur. Directement, c'est des paramètres de cet outil-là qu'on va mettre, le nombre de frames, le FPS, record true. Alors ça, c'est pratique, ça nous permet de faire des GIFs et de les uploader sur Twitter assez facilement, mais par contre, il y a d'autres plateformes comme
comme Instagram où bah, on peut pas faire de GIF, ça supporte pas le GIF. Alors on peut utiliser FFmpeg pour convertir un GIF en MP4 ou ce genre de choses. C'est ce que je faisais au départ et puis je me suis dit petit à petit, j'avais vu qu'il y avait FFmpeg qui avait été converti en WebAssembler pour pouvoir générer directement des vidéos dans le navigateur. Donc du moins même avant ça, j'avais fait de l'export vidéo en WebM, qui est un format, ouais, BNB, c'est Bees and Bombs. Euh, il y avait donc le format WebM qui était générable directement dans le navigateur. Et donc j'avais fait quelque chose comme ça pour faire WebM. Il suffit de rajouter vidéo WebM et ça nous permet d'avoir un fichier WebM qui va être généré. Mais c'est pareil, Instagram supporte pas le WebM, il veut obligatoirement du MP4. Et donc comme j'arrive jamais à me souvenir des, euh, des commandes pour FFmpeg, j'ai simplement regardé comment est-ce qu'on pouvait générer directement du MP4 dans le navigateur. Et donc maintenant on peut faire vidéo MP4 ou même par défaut vidéo true. Et ça va nous permettre d'avoir directement une vidéo exportée à la fin. Tac, on fait notre vidéo. Save. Et on a un MP4. Si c'est pas magnifique. Ça simplifie quand même pas mal les choses. Hein, j'ai perdu ma souris. Ah, elle est là. Je sais pas si je peux le lire dans le navigateur. Si, voilà. Et du coup, on a un MP4 qui est tout fait avec le nombre de frames qu'on souhaite et toutes les autres options qu'on peut souhaiter. Donc ça fait partie des choses pratiques de cet outil-là. Il y a plein d'autres paramètres. Alors, on a globals, en gros, c'est ce qu'on a vu. Alors, c'est ce que je vous disais, du moins je l'ai dit très rapidement tout à l'heure. Globals, je vous ai dit que c'était un objet qui était presque vide. C'est un objet qui nous permet d'attacher nos valeurs entre le sketch, qui nous permet d'attacher nos valeurs entre le setup et le draw. Mais on va aussi pouvoir retrouver des choses qui sont un peu plus pratiques, comme par exemple là on a utilisé sketch.width divisé par 2, sketch.height divisé par 2. On peut aussi utiliser globals. Je vais faire ça. .w et globals.h. En fait, globals, mais pourquoi il me met ça? Je vais arrêter la vidéo, c'est en train de faire bugger mon navigateur. Hop. En fait, globals, il va nous permettre aussi de récupérer tous ces paramètres-là, comme la hauteur, la largeur, le nombre de frames, le FPS. Et donc, si jamais vous en avez besoin dans votre animation, vous pouvez tout à fait les récupérer. Il y a aussi une méthode qui s'appelle, il y a une variable qui s'appelle globals.frame, mais j'ai mon navigateur qui est en train de planter. Globals.frame, lui pour le coup ça va être vraiment la frame qui va de 0 à 59 ici, et donc on pourrait s'en servir aussi. Alors je l'ai mal écrit, globals.frame, ça va être le numéro de notre frame de 0 à 59 et qui ne sera pas perturbé par justement le samples per frame qui multipliait du coup notre frame P5JS. Alors je vais faire un truc, je vais faire quitter la page, je sais pas pourquoi. Vous êtes encore là? Je vous entends plus.
Ouais, ouais. Ah. Ok, je sais pas, j'avais mon navigateur qui plantait. Donc dans Globals, on va pouvoir retrouver en fait les paramètres qu'on a ici. Il y a des choses parfois qu'on veut utiliser. Euh, on va avoir par exemple un autre paramètre qui peut être pratique, c'est que des fois on a notre boucle, on, on- on peut faire, là on enregistre une seule boucle de notre vidéo, mais par contre, alors ça c'est pareil, c'est un autre problème qui était lié à Instagram, c'est qu'il faut des vidéos qui fassent minimum 3 secondes. Et des fois j'ai des boucles, alors là on a 60 frames à 20 fps, donc ça me fait pile 3 secondes, mais si j'étais à 30 fps, bah tout de suite ça me fait plus que 2 secondes et donc c'est pas pratique. Donc j'ai rajouté un autre paramètre qui s'appelle loops, qui nous permet de lui dire ok, bah, je veux que tu m'enregistres 2 loops. Donc il va refaire 2 fois la séance, donc 2 fois il va aller de 1 à 60. Le numéro de la frame, lui, va bien redémarrer, ou de 0 à 59, pardon, et le numéro de la frame va bien redémarrer à 0. Et donc on peut se dire, alors par exemple, mettons, on veut faire 3. On va faire 3 loops. On peut se dire qu'à chaque boucle, on peut s'en servir pour réinitialiser les choses. Par exemple, on peut faire, mettons que là, notre paramètre ici, ce soit à chaque boucle qu'on fasse, au lieu d'avoir 3 boucles qui sont identiques, eh ben on va se dire, ok, à la boucle 1, je veux une valeur, à la boucle 2, je veux une deuxième valeur, à la boucle 3, je veux une troisième valeur. Donc on va lui passer, je sais pas comment on va l'appeler, multiplayer. Ok. Et ça, notre multiplier, on va lui passer de cette manière-là. Ici, on va pouvoir faire, je sais pas, on va faire let multiplier. Ah bah on va le faire différemment. On va faire une variable globals. Comme ça, on pourra l'utiliser directement ici. Non, ouais, je sais pas. Il y a plein de manières de faire différentes. Let multiplier. Hop. Multiplier égale 5 par défaut. On va faire if globals. C'est ce que je vous ai dit. .frame. Frame, du coup, c'est notre frame qui va aller donc de 0 à 59 à chaque boucle. Donc 3 fois, il va aller de 0 à 59. Et donc, on va pouvoir lui dire, si c'est égal à 0, alors non, c'est pour ça qu'il ne me le faut pas ici. Il va me falloir plutôt une variable globale. On va l'attacher à globals.multiplier égale, on va faire 3 plus math.random. Donc là, je vais prendre un nombre aléatoire entre 3. Alors non, on va pas le faire comme ça. On a plus simplement avec processing, on a sketch.random entre 3 et, je sais pas, et 15. Un nombre aléatoire entre 3 et 15. Je veux juste un nombre entier, donc je vais faire sketch.floor. On pourrait de la même manière utiliser math.floor, ou alors moi il y a d'autres trucs que j'utilise. Il y a des trucs, des syntaxes un peu bizarres que je peux utiliser. Il y a ça, double tilde, ça permet d'avoir un nombre entier.
Ou alors, Pas comme ça, Zinedine, pas comme ça. moi je le fais comme ça, je fais pipe 0 et du coup ça me permet d'avoir un nombre tronqué. Et d'utiliser pipe 0, ça me permet de m'assurer que ce soit la dernière chose de ma ligne qui est effectuée. Ouais. Mais voilà, c'est... C'est un peu illisible. Ouais, ça dépend si si t'as l'habitude. Après, c'est ça, c'est que BNB, cet outil-là, il n'est pas fait pour faire du temps réel, il n'est pas forcément fait pour collaborer à plusieurs, c'est fait pour faire Oui, oui. sa boucle de son côté, donc on peut écrire un peu comme on le souhaite. C'est C'est pas, vrai. voilà. Si vous préférez sketch.floor ou mat.floor, hop, c'est peut-être plus lisible comme ça. Et donc, on va passer, hop, notre globals.multiplier. Hop, on le retrouve ici, multiplier, et on s'en sert ici. Et donc, on va avoir, au lieu d'avoir 3 boucles, voilà, une deuxième boucle et une troisième boucle. Et il va terminer notre frame. Alors, c'est le temps que ça me fasse mon gif. Ça prend un peu de temps sur mon... Tout tourne en même temps. Hop, je vais repartager. Pendant ce temps, j'en profite pour repartager. Comme ça, vous avez exactement le même code que moi. Et comme ça, on a tous la même chose. Mais en gros, loops, ça nous permet d'enregistrer plusieurs boucles. Hop, une première, une deuxième, une troisième. Et on revient à la première, la deuxième, la troisième. Alors 30 fps, c'est beaucoup trop rapide. Et je vais peut-être le mettre encore plus lent. Je vais faire sur 100 frames pour prendre un peu plus le temps. Mais voilà, ça peut être une façon de faire ça. Alors, je sais pas, je vais peut-être vous trouver une... Du coup, là, en un GIF, on a enregistré Voilà, 3 on a différents. utilisé trois choses. Alors, je vais peut-être vous trouver un exemple où j'ai utilisé cette technique-là pour faire 3 boucles en une seule. Alors, ça doit être plus vieux, plus vieux, plus vieux. Beaucoup plus vieux. Mais selon comment vous le faites, si vous le faites sur des choses qui... Si vous êtes sur une frame de départ qui est vide, et vous avez des éléments qui apparaissent, puis qui disparaissent pour finir votre boucle, et ensuite, bah, à la loupe 2, ils apparaissent mais différemment, mais avec d'autres couleurs, bah, du coup, ça nous permet d'avoir un peu de variété plutôt que d'avoir une boucle qui va être très vite comprise, comment est-ce qu'elle se refait, ce genre de choses. Bah, là, on va pouvoir aussi intégrer des éléments de variété dans notre... alors, ça devrait être par ici. Non, c'est plus vieux que ça aussi. Euh, je vais vous le trouver. Ah, voilà, on devrait être sur les premiers. Non. Tac, tac, tac. Ah voilà, celui-là. Typiquement, sur celui-ci, j'ai une boucle, deux boucles, trois boucles. Voilà, et du coup, ça me permet d'avoir... Alors, la transition, elle est un peu brutale parce qu'il y a un changement de couleur de fond qui fait qu'on a une grosse transition, mais j'aurais pu garder la même couleur de fond et juste avoir des éléments qui apparaissent et disparaissent avec des couleurs différentes. Et donc ça permet d'avoir une boucle qui est un peu plus visuelle, mais qui permet aussi de montrer les différentes variations que votre système a pu avoir avec des couleurs différentes, tout ce genre de choses. Donc voilà, c'est aussi un moyen d'utiliser ce paramètre loop, non pas juste pour avoir une vidéo qui est plus longue, mais aussi pour pouvoir avoir des choses différentes tout au long de la boucle.
Il peut arriver, et c'est une des choses qui est faisable avec Processing, avec P5JS, il peut arriver aussi que vous souhaitiez faire de la 3D. Alors pas ce genre de 3D parce que ça c'est du remarching. euh, on ne va pas en parler ce soir. Voilà, ça c'est de la 3D faite avec P5JS. Mais comme on n'a pas la méthode, comme on n'appelle pas nous-mêmes la méthode Create Canvas dans cet outil-là, il va falloir lui passer un paramètre qui sera WebGL. Si vous souhaitez utiliser de la 3D comme P5.box, P5.sphere, P5.torus, il y a plein de choses possibles, imaginables à faire en 3D avec P5JS. C'est aussi pour ça que j'adore cette librairie, c'est qu'on peut très facilement prototyper des choses en 2D, en 3D, donc explorer pas mal de choses graphiquement. Et donc pour ça, si vous voulez faire un sketch qui utilise les méthodes 3D de P5JS, il faut juste rajouter un paramètre WebGL .true et ça vous permet de faire de la 3D dans votre sketch. Ah oui, il y a un paramètre anti-aliasing, ça permet d'avoir directement du... Comment ça s'appelle? Du super sampling, c'est-à-dire de prendre vos pixels, d'avoir des pixels intermédiaires. Si je le fais sur celui-ci, on devrait pouvoir faire anti-aliasing. Waouh, on a des choses cool là. C'est ça qui est agréable avec le génératif, c'est qu'on a toujours des surprises. Alors là, vous voyez, 3 c'est peut-être beaucoup, du coup ça me fait une espèce de flou de partout, en plus du motion blur. On va voir ce que ça donne à la fin. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme paramètre? Ah, on a un paramètre shader pass. Shader pass, il est pratique, ça permet. Alors là, vous avez C'est la vu. boîte de Pandore, là. Ouais, en fait, c'est ça, c'est quand on ouvre à pas mal de choses et puis ça va me permettre de conclure un peu avant d'ouvrir sur d'autres choses. Euh, on a vu qu'on avait en gros du post-processing qui était gratuit avec cet outil-là, donc à savoir d'anti-aliasing, de l'aberration chromatique, du motion blur. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin aussi en vous disant, ok, ben en fait, moi je veux carrément utiliser un shader par-dessus pour je sais pas, retourner ma frame, pour pouvoir inverser les couleurs. Mettons qu'on va faire ça, on va inverser les couleurs. On va faire shader pass, et notre shader pass, ça va être une chaîne de caractères qui va être un fragment shader. Donc on va avoir un precision medium p float. Alors les shaders, c'est du GLSL, ça va être c'est un langage qui est assez proche du C, et je vous invite à regarder. Je sais pas, j'avais fait un thread sur Twitter où j'avais mis pas mal de ressources. J'essaierai de vous le retrouver juste après pour vous partager les ressources si ça vous intéresse, le WebGL. Je pense que Rock en a aussi plein, et je vous invite à regarder The Book of Shader, qui est vraiment une ressource exceptionnelle dans ce domaine. Tout simplement, je Ah repartage oui, mon mais tout workshop à fait. Encore mieux. il y a 9 mois. Voilà, encore plus rapide. Précision, medium float. On va avoir uniforme, vec2, U résolution, et du coup j'utilise la même syntaxe qu'on peut retrouver dans The Book of Shader. Uniforme, sampler 2D, U texture. U texture, ça va être notre frame qu'on a. Et on va avoir void main. En gros, un shader, l'idée c'est d'avoir la coordonnée de chacun des pixels et de calculer la couleur en sortie. Donc la couleur
la coordonnée, on l'a dans une variable qui s'appelle glFragCoord.xy. uRésolution, donc c'est quelque chose qu'on lui passe. On va faire notre uv.y, on va la retourner parce que ici notre coin 00 il est ici, dans un contexte GL, ouais, il est ici, WebGL, il va être en bas le 00 dans notre shader, donc je vais juste l'inverser. Je vais faire un vecteur 3 color est égal à texture 2D. Tac. Je fais rarement du live coding de shader. uTexture uv.rgb et enfin on va pouvoir avoir notre glFragColor, c'est donc la chose à définir dans notre shader. glFragColor est égal à un vecteur 4, donc avec une couleur, un niveau de rouge, vert et bleu et de l'alpha. Chacun va entre 0 et 1. Et donc je vais faire 1 moins ma couleur, ça va me permettre d'inverser les couleurs. Donc le noir va devenir en blanc. Exactement. Bah en fait ça va être même P5JS qui va faire tourner le shader. Tout est fait avec P5JS. J'adore P5JS. Et il manque un niveau d'alpha. Voilà. Et on s'en rend pas compte, mais là normalement on a bien inversé nos couleurs. Mais peut-être un fond rouge et Ouais, je vais regarder. Après, je sais pas ce que ça va me faire mon fond rouge avec mon Global Composite Opera. Je vais regarder. On va ça voir, hein. va, ça va sûrement marcher. Ah voilà, bah si on voit on voit, c'est les parties C'est qui pas l'exemple le plus apparaissent en parlant. cyan. Voilà, c'est les parties qui apparaissent en cyan. En fait, c'est notre rouge qui a été inversé et donc on a du cyan qui apparaît à cet endroit-là. Ouais, c'est ça. Mais on va faire un truc qui est encore plus parlant. Sauf si vous voulez qu'on conclue. Et à ce moment-là, je comprendrai aussi. On va faire un dernier truc. On va faire import shaders from. J'adore me faire des outils dans Observable. Et du coup, j'en ai un autre qui s'appelle ShaderPass, dans lequel j'ai déjà écrit des shaders. Hop là, donc je le retrouve. Et donc, au lieu d'utiliser ça, je vais faire ShaderPass, deux points, et j'ai shaders. Comment c'est? Polar Mirror? Non, Radial Mirrors. Hop, shaders.radial mirrors. Et voilà, et déjà, on a quelque chose. Et voilà, c'était hyper facile. Pouf, c'est fini. Merci d'être venu. Non, en fait, voilà, c'est simplement qu'il y a plein de choses faisables avec cet outil-là. J'ai essayé de le garder le plus accessible possible, mais avec plein de possibilités. Et donc là, par exemple, même notre shader Radial Mirrors, en gros, on va pouvoir aussi lui passer des paramètres comme le nombre de miroirs, le zoom qu'on veut, et je sais même plus tous les autres paramètres qu'il peut y avoir, mais il y a plein de choses qui sont imaginables. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cet outil qui permet donc de faire pas mal de choses différentes.
Basé sur cet outil, il y a peut-être 2 autres outils qui vous intéresseront. Juste, il y avait Tristan qui Ah posait une ouais, question pardon. sur le Ah ouais, ouais. les shaders. Tu peux rajouter plusieurs shaders par-dessous ou seulement un? Alors ça, c'est pour le moment un seul, mais c'est dans ma to-do list. La suite, ce serait d'avoir, au lieu d'avoir shader pass qui soit juste une valeur, la prochaine étape, c'est de faire ça et d'avoir un array de shaders et de pouvoir appliquer, de pouvoir stacker nos filtres les uns sur les autres. Comme ça permettrait d'utiliser GLSify ou d'autres choses pour pouvoir avoir plusieurs effets. Pour le moment, c'est limité à un seul. Euh, mais voilà, C'est pas ça, mal. ça fait déjà pas mal de choses. Et du coup, ouais, voilà, ça sera peut-être la suite. Voilà, je vais éditer directement ça en, euh, comme ça. Il y a deux Et ça, outils. c'est intégré directement à P5 ou c'est toi qui as développé cette feature pour Ah, la shader, ah, mettre un shader non, non, dessus? on peut déjà faire des shaders. En fait, c'est tout fait avec P5. Et par exemple, j'utilise Sketch.shader. Sketch.shader, il y a plein de shaders, voilà, que j'utilise. Je fais des P graphiques, des create graphics avec P5JS. Tout est fait avec P5JS quasiment, à part après l'export en WebM, en MP4, en GIF. Mais sinon, tout est fait avec P5. Et c'est simplement que toutes les images qu'on a, toutes les frames qu'on a, elles sont faites dans des textures, et du coup, ça me permet de les récupérer pour pouvoir appliquer des shaders. En fait, on voit pas directement le résultat de notre. Ah, j'ai planté mon Donc, texte. Voilà, c'est directement des textures, et donc, tac, ça m'a planté ça, un BNB3. Et du coup, je vais conclure là-dessus. En gros, on a cet outil qui nous permet de faire plein de sketchs avec P5JS, mais comme j'avais envie de découvrir d'autres choses, expérimenter avec d'autres programmes, j'ai aussi fait 2 autres outils qui sont basés sur cet outil-là. Donc, on va pouvoir réutiliser tous les mêmes paramètres, avoir de l'export vidéo, export de GIF, avoir des, euh, des une shader pass ou de l'aberration chromatique et autres, toutes les choses que je vous ai montrées. J'ai fait un deuxième outil qui s'appelle BNB Shader qui permet de faire des shaders, donc juste des fragment shaders. Donc on peut faire plein de choses, voilà, justement, on est assez proche de ce qu'on a fait ce soir. Mon navigateur en peut plus, c'est pas grave. Et un deuxième outil, parce que ça faisait un moment que j'avais pas joué avec Three.js, et puis là j'ai repris le cours de Bruno Simon qui est excellent. Et donc j'avais envie de continuer à faire des boucles tout en suivant le cours. Et donc j'ai fait cet outil BNB3 où au lieu d'avoir un setup et un draw, on va avoir un create scene qui va avoir three, sketch et globals pour le setup, et qui va devoir retourner une fonction qui acceptera sketch time et globals, qui elle-même devra retourner le renderer de Three.js, et ça va nous permettre de faire des boucles avec Three.js. Donc voilà, et toujours avec tous les autres paramètres qu'on avait. Donc plein de possibilités, même la possibilité de combiner Three.js et P5JS, plein de choses. Je pense que c'est tout. C'est Ok. pas mal. Ben, si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais, s'il y a des choses sur lesquelles je suis passé peut-être un peu vite, c'est possible. Euh, et hop, je vous partage les liens vers les autres outils si ça vous intéresse.
et Sri. Hop. Alors, hop. Ouais, dès qu'on a l'effet kaléidoscope et qu'on a un peu de symétrie, ça fait des choses qui sont assez belles en général. C'est pour ça que ce shader, je me le suis mis de côté et de pouvoir le réutiliser hyper rapidement. Il y a d'autres effets comme justement transformer des coordonnées cartésiennes, donc x, y, en coordonnées polaires et de pouvoir avoir nos éléments tout autour. Ça permet d'avoir d'autres effets. Justement, il y a toute, toute. Alors, bah là, vous voyez justement le même effet que je réutilise assez régulièrement, qui est hyper pratique et qui permet d'avoir des choses assez belles. Euh, Ah voilà, utiliser des coordonnées, transformer des coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires. En fait, là, ça me permet d'avoir des rectangles euh, avec un dégradé et de pouvoir avoir un arc de cercle à partir d'un rectangle. Donc ça, c'est un autre effet qu'on peut retrouver sur ShaderPass. Euh, ouais, voilà. Il y a plein de choses possibles. Ah si, peut-être un petit truc, ça c'est le dernier tips sur comment on s'assure que ton programme exporte une boucle parfaite sans sauter. Eh ben, du moment que ton nombre de frames et ton FPS, t'es pas obligé de les définir, ils sont définis par défaut. Du moins, on a des valeurs par défaut qui sont 60 frames et 30 FPS, mais tu peux utiliser ce que tu veux. Et après, pour avoir une boucle, et ben ça va être, il y a plein de choses qui sont possibles. En fait, l'idée c'est d'avoir ta première frame qui soit la même chose que ta dernière frame. Donc pour ça, nous on utilise le temps. Et donc tu peux imaginer aussi bien un objet qui apparaît, qui est à l'extérieur de ton canvas, qui va le traverser et qui va disparaître. Et donc tu sais qu'à la fin, bah, ton objet il réapparaîtra tout le temps au début. Un autre moyen, ça peut être de faire que tu utilises ton temps dans un cercle. Et donc, c'est ce qu'on avait justement avec ça. En ayant notre temps qui va de 0 à 1 et on le multiplie par 2π, ça nous fait un angle qui va de 0 à 2π. Et donc après, si on utilise le sinus ou le cosinus de cette valeur-là, on a une valeur qui va revenir toujours entre moins 1 et 1, donc un moyen de faire une boucle infinie en utilisant sin et cos. L'idée, c'est toujours effectivement de se dire, ok, j'ai ma première frame où j'ai ça, je vais faire toute une animation et je veux que ma dernière frame soit exactement la même. Et donc notre temps, donc lui, c'est ce qu'on disait, il va de 0 à 1 là sur 100 frames. En fait, c'est un peu une subtilité, c'est que mon temps, on va dire time, il est égal à, euh, c'est quoi? Euh, Comment c'est? J'ai en gros, tac, on va faire comme ça. J'ai mon temps, non, j'ai mon numéro de frame, j'ai ma frame qui va aller de 0 jusqu'à numFrames. Et il faut que mon temps, il aille de 0 jusqu'à 1. Et donc ce que je fais en fait, c'est que je vole une frame ou je vole plutôt un fragment de seconde, du moins pas de seconde mais de temps.
C'est-à-dire qu'on va pas aller exactement... Là, on va aller de 1 à numFrame. Et ici, on va aller de 1 à 1 moins 1 divisé par numFrame. C'est ce qui me permet justement d'avoir quelque chose qui fait que à 1, j'ai exactement la même chose que si j'arrivais à 0. Et pas avoir deux frames qui sont identiques et du coup ça me ferait un temps qui est saccadé à un moment. Celui-là, je vais le sauvegarder parce qu'il est joli. Bah de rien. N'hésitez pas, si vous avez des questions aujourd'hui ou plus tard, à les poser ici sur Slack, sur Discord ou sur Twitter. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Et puis à me partager ce à quoi vous arrivez avec cet outil-là, ou si vous avez des difficultés, des choses qui ne sont pas claires. C'est peut-être que la doc est pas aussi bien faite que je le pense. Après, c'est ce que je disais, il y a toute une collection que j'ai partagée, où il y a du coup un paquet d'exemples que j'ai pu faire qui sont publiés, où vous pouvez en trouver en 2D, en 3D, avec P5.js. Il y en a qui prennent énormément de temps à faire chaque frame, mais l'idée, encore une fois, c'est pas forcément d'avoir du temps réel, c'est plutôt d'avoir une belle boucle vidéo ou GIF à la fin. Donc voilà. Et, si, la dernière chose, alors je vais juste regarder celui-là, par exemple. Ah oui, voilà. Ben, ce GIF-là, il fait 28 mégas. Du coup, Twitter s'est limité à 15 mégas. Donc, il y a un outil que j'utilise très très régulièrement. C'est C'est EasyGIF. limité à 15 mégas si tu passes par TweetDeck. Si tu passes par le client Twitter, c'est 10 mégas, je crois. Ah ouais, ok. Ah, c'est encore pire. Ok, Ouais. bah, moi je passe par TweetDeck. Du coup, je vais sur Optimize. Mais par exemple, sur Discord, on est limité à 8 mégas. Ouais, c'est encore pire. C'est encore pire. Et donc, on fait uploader notre GIF. Upload. Et en fait, EasyGIF a de la compression quasi lossless. Et du coup, ça nous permet de garder des GIFs qui sont assez propres en diminuant pas mal le poids. Donc, par exemple, là, je vais rester sur le niveau très basique d'optimisation. Il faut que j'arrive à atteindre 15 mégas. On va voir. Ah oui, j'ai quand même 300 frames. C'est ça qui joue aussi un peu. Alors, déjà à 35, je suis arrivé à moins 24%. On va aller, mettons, c'est pas grave, je vais mettre 140. C'est un peu au pif, hein. Après, vous regardez en fonction en fonction du poids que vous avez et vous ajustez, vous ajustez le curseur en fonction de ça. Mais voilà, c'est le dernier tips que je pourrais vous donner ce soir. Hop, on va augmenter encore. 16 mégas, j'y suis presque. Bon, on commence à avoir un peu de dithering sur le GIF, mais c'est pas très grave vu qu'après dans Twitter c'est encore plus petit. Ça donne un peu de grain à notre image, c'est ce qu'on va se dire. À 15,98, bah allez, je vais pousser le curseur. Ah, attends, quelle horreur quand tu déplaces comme ça. C'est ça. Bah, là, ça dépend vraiment des GIFs et de ce qu'on a. C'est que là, Ça j'ai dépend de l'image plein aussi, ouais. d'artefacts aussi au départ. Donc, comme il essaye Si de t'as beaucoup garder de ça, couleurs, si voilà, t'as une si on a palette juste du unie noir qui et t'a des blanc, dégradés, ça joue beaucoup. exactement. Et ben 15,61 mégas à ce moment-là, bah, la seule solution que j'ai, ça peut être soit de réduire le nombre de frames que j'ai. Ici, par exemple, j'avais 3 loops. Peut-être que je peux faire juste 2 loops et ça va tout de suite me réduire. Ça va me faire un tiers du poids en moins. Donc,
Donc je peux faire ça ou alors ça peut être de réduire un peu la dimension de mon canvas, ça peut jouer aussi pas mal. Là, je suis en 400 par 400, c'est déjà assez petit, donc je vais plutôt me dire que je vais faire juste 2 loops. Ça me permet de garder un peu de variation dans le motif. Et puis du moins de variation dans le motif, c'est ce que je dis, en utilisant 2 boucles avec Aussi peut-être deux diminuer divisions genre qui à vont être 80 différentes. frames au lieu de. Voilà, c'est ça. Et Je tu peux privilégies réduire à 80 frames au lieu de 100. Du coup, ça va jouer un tout petit peu plus vite. Mais voilà, c'est des espèces de compromis à trouver entre la qualité, le poids et la qualité graphique, la qualité de l'image et le poids du GIF. tu privilégies les GIFs sur Twitter? Ouais, Alors, alors sur bah les c'est posts pareil, vidéo? c'est justement parce que j'utilise TweetDeck et que sur TweetDeck, bah, l'avantage des GIFs, c'est qu'ils ont cette propriété qui est inhérente au format, qui est l'autoplay, que j'apprécie. C'est-à-dire que sur TweetDeck, les vidéos, il va falloir faire play pour les jouer. En fait, ce qui manque au web, je pense, c'est un format vidéo sans son. Et ça permettrait justement de faire de Véronique? l'autoplay sans avoir une pub qui te dit hey, viens acheter ce genre de truc dans un onglet. C'est ce qui est vraiment le truc le plus désagréable qu'on peut avoir sur le web, les onglets où on a Et du son automatique. pour info, Et les GIFs sur Twitter sont en fait des MP4 en Ouais, autoplay. exactement. Mais du coup, il les C'est garde, vraiment. voilà, il les recompresse en MP4. Donc, c'est pour ça, déjà, on utilise EasyGIF. Après, il y a la compression de Twitter qui peut venir tuer votre résultat. La Euh, compression MP4 est encore pire sur Twitter. voilà, c'est ça. Mais avec le format GIF, on arrive quand même à quelque chose qui est plus agréable que. Mais alors, en fait, je vais garder juste une boucle. Je parce vais que pas sur mettre de Twitter, ouais, boucle. elles sont en autoplay les vidéos, hein. C'est que sur Ouais. TweetDeck où c'est en autoplay, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Sur Twitter, il Ouais, faut, j'utilise pas voilà, YouTube. sur Twitter, il faut l'accepter. Du coup, on a la vidéo et je pense qu'on a le son que quand on la met en plein écran, la vidéo. Il me semble sur Twitter. Mais en fait, c'est juste que j'utilise TweetDeck et sur TweetDeck, on n'a pas, on a les gifs qui sont directement en autoplay et pas les vidéos. Donc Vidéo. voilà. Et après, Et ça appartient à qui? c'est pareil, ça me permet de les mettre sur Jiffy et puis de pouvoir les poster sur Slack. J'aime bien quand même le format GIF. Je trouve qu'il a plein de choses. Il y a plein de choses qui ont été créées pour ce format, et du coup, ouais, c'est pour ça. Après, l'outil permet très facilement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, MP4 ou WebM. Hop, et ça vous permet d'avoir de la vidéo automatiquement. Donc, ou si on met trou, c'est du MP4 par défaut maintenant. Qu'est-ce que j'ai? On peut peut-être conclure Ouais, là-dessus. Enfin, voilà. s'il y a encore des questions ou des discussions, Ah, c'est n'hésitez mon pas. record qui est. Non, ouais, bah, merci beaucoup, ouais. Bah, Très avec cool. plaisir. Bah, merci à vous d'être venus. C'est très utile, merci. Avec plaisir. À bientôt. Ouais, à plus. À Merci la beaucoup. prochaine.